Bien, je voudrais simplement ouvrir la deuxième partie de cette matinée. Donc, on va procéder de façon un peu différente puisqu'on est sur des tables rondes avec un certain nombre d'intervenants. Alors, je vais inviter donc Jean-Michel Cuglioli à me rejoindre sur l'estrade. Donc, il est responsable scientifique des Bouches de Bonifacio. Jean-Laurent Lucchesi, qui est directeur de la réserve naturelle du Marais du Viguera. Vadette Unal, qui est un de nos homologues turcs et qui travaille sur les pêcheries, et Abdelwahed Kaikai de l'association Agir, pêcheurs donc, du Maroc. Donc, on va consacrer une demi-heure à peu près à un certain nombre de présentations qui vont nous éclairer sur ce qui a pu être fait ou n'a pas été fait sur les retombées économiques des espaces naturels protégés. Bon, on est contraint par l'horaire, donc je demanderai à chacun des intervenants des réponses à la fois courtes, synthétiques, denses, de façon à ce qu'on ne déborde pas trop sur l'horaire. Je pense, malgré la difficulté, que ça ne générera pas trop de frustration de votre part. On est sur un sujet qui est très compliqué. On ne pourra vraisemblablement pas donner la parole, on peut décemment pas donner la parole à tout le monde. Ceci dit, je dirais, ça n'est qu'un moment dans cette réflexion. On aura, à l'issue de la conférence, la possibilité encore d'échanger par mail, par téléphone ou en se rencontrant sur des questions qui pourraient encore se poser. Alors, je vais poser une première question à Jean-Michel. Donc, tu es à la fois un homme de terrain, puisque tu travailles sur la réserve des Bouches de Bonifacio depuis de nombreuses années. Tu as aussi une vision plus globale, hein, puisque tu as travaillé au niveau central et régional. Et je souhaiterais avoir un peu ton point de vue et tes constats, finalement, sur ce que tu peux dire. Est-ce que tu peux dire sur cette question-là appliquée à ton territoire? Effectivement, c'est une vaste question et y répondre en quelques minutes, c'est extrêmement complexe. Ce qui est sûr, c'est que de notre expérience dans la réserve des Bouches, c'est un processus très lent de construction, un processus évolutif de mise en place d'aires marines protégées qui est parti dans les années 80 de petits espaces protégés pour arriver jusque dans les années 90 à forcément avoir une dimension un petit peu plus large, avoir l'idée de créer un parc marin international, des engagements très forts, et puis après l'agrégation entre les années 90 et 2000 de l'ensemble des structures de protection dans le sud de la Corse, avec l'interface terrestre également qui était prise en compte. Donc cette dimension se poursuit aujourd'hui avec le groupement européen de coopération territoriale qui met en place cette structure transfrontalière internationale. Et puis cette vision et de notre expérience aussi d'avoir pu travailler à l'échelle de la Corse à l'établissement d'une stratégie régionale. Tout à l'heure, j'entendais parler les élus de PACA qui ont mis en place aussi une stratégie. Nous aussi, on a réussi, à travers l'outil de l'Office de l'environnement, de mettre en place une stratégie sur la base de nos expériences. Donc ça, c'est un petit peu très rapidement le cadre général. Après, sur le terrain, c'est quoi? On va en parler, je crois, toute la journée. C'est véritablement la prise en compte de l'homme dans l'environnement. Et dans tout ce processus, l'homme a toujours été pris en compte. Alors, il a été pris en compte parce que c'était une dimension importante, et notamment par rapport aux activités traditionnelles. Voilà, vous voyez le sud de la Corse. L'homme a été pris en compte. Donc, une dimension comme celle de la réserve des Bouches, c'est 80 000 hectares, c'est pratiquement tout un vaste système, et un vaste système en lien forcément avec la partie du nord de la Sardaigne. Et la dimension locale, c'est la pêche professionnelle qui nous a toujours accompagnés dans les années 90 pour créer le parc marin international, essayer de travailler en relation, bien évidemment, avec les gestionnaires. Alors, les impacts, les bénéfices que l'on a, sont des bénéfices que l'on mesure, c'est l'effet réserve, mais c'est l'effet réserve aussi sur les pêcheries.
Et on a déjà stabilisé les rendements de pêche. C'est des suivis que l'on mène sur du long terme. On augmente aussi la capture par unité d'effort des filets des pêcheurs. Ce qui veut dire que dans les zones où on fait du management, on arrive déjà à un bénéfice socio-économique intéressant pour les pêcheurs. On maintient le capital de la pêche. Alors bien évidemment, tout ça, c'est de la gestion adaptative, parce que forcément, quand on attaque le problème de la ressource, on sait qu'aujourd'hui, on est sur un pilier important aussi de la gestion de la ressource, qui est la gestion de la pêche récréative. Donc, c'est vraiment un premier bénéfice, c'est ce bénéfice-là de maintenir la ressource dans un espace aussi vaste que l'ensemble du sud de la Corse. Ça, c'est un des premiers objectifs. Et puis, forcément, l'homme est pris en compte dans l'environnement, et on en discutera tout à l'heure, mais on l'a essentiellement pris en compte au sein des conseils scientifiques. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure du professeur Richez, qui est un géographe que tu connais bien, qui nous a vraiment impulsé sur la dimension des sciences humaines et sociales, et ça depuis les années 90. Alors on a pris en compte, on a mis en place des observatoires, ça nous a permis d'avoir des données sur l'évolution de la fréquentation, par exemple sur les îles Lavezzi. Imaginez-vous que ce petit îlot de 69 hectares, eh bien, il est passé de quelques touristes à une dizaine de milliers de touristes, et aujourd'hui on accueille 230 000 personnes. Alors la première des choses qu'on a fait, c'est bien de mesurer, et forcément ça a un impact sur l'économie locale. Après, mesurer, et on en discutera plus tout à l'heure, mais la mesure précise, elle est toujours évidente, elle n'est pas forcément évidente, mais on a déjà pris en compte. Et donc, la première des choses que je voulais dire, c'est effectivement cette notion d'observatoire est très importante, et des séries à long terme avec des suivis scientifiques qui sont associés, où l'homme est pris en compte, et me semble-t-il une dimension très importante. Et il n'y a pas simplement que le critère écologique qui doit être pris en compte. Ce qu'on appelle, nous, l'environnement humain, dans le cadre de nos suivis scientifiques, est très importante. Et cette importance, elle se voit et elle se mesure à une petite échelle comme à une grande échelle. Bien, mais écoute, ça m'amène une autre question, finalement. Au-delà, je dirais, de l'aspect quantitatif, mathématique ou statistique de l'évaluation, si je te dis la valeur de la biodiversité ou son prix est inestimable, qu'est-ce que ça peut te suggérer alors? Bon, là, tu me lances dans un autre aspect et dont tu sais que les réponses vont peut être plus longues. Je crois que déjà, premièrement, la dimension de l'homme, il doit être prise en compte, parce que forcément, aujourd'hui, dans l'évaluation que l'on fait des politiques publiques, l'approche multicritère est importante. Et tout à l'heure, Pourri parlait de ces piliers. Il y a l'écologie, il y a le social, il y a l'économie, il y a la gouvernance aussi. Et quand aujourd'hui on évalue tout ça, il faut avoir ces notions-là. Mais on ne peut pas tout évaluer. On ne peut pas aussi tout monétariser. On a une dimension qui est très très importante par rapport à l'homme. C'est cette dimension de fierté des populations locales de pouvoir transmettre un patrimoine, de pouvoir transmettre une ressource pour pouvoir après transmettre également un patrimoine social et culturel. Et ça, c'est une dimension dans les aires marines protégées qui nous semble être quelque chose de très important. Alors il faut bien évidemment pouvoir l'étayer de manière plus intéressante. Je crois que véritablement, là, aujourd'hui, la prise en compte des sciences humaines et sociales dans toutes les dimensions, pas simplement la dimension de l'économie, mais partir de l'ethnographie, partir du culturel. Moi, je me suis retrouvé combien de fois appelé un îlot, îlot A, îlot B, la crique numéro 1, alors que j'avais le toponyme qui était dans ma tête, mais quelque part, je le faisais un petit peu disparaître dans les bases de données quand on faisait ça. Donc, on doit commencer à associer aussi l'ensemble des acteurs. Et puis, l'acceptabilité dans nos espaces, elle naîtra forcément de cette fierté de pouvoir continuer à transmettre, à voir ce que nos anciens ont vu. Quand sur les Cerbicales, on a un effet réserve spectaculaire, qu'on passe de 50 à 150 mérous sur la vaque, quand on multiplie les biomasses de poissons par 10, forcément, les premiers apnéistes des années 50-60 se souviennent, et peut-être qu'ils ne se souviennent même plus d'avoir vu autant de poissons. Donc on est dans cette
cette fierté importante, et forcément ça a un impact, puisqu'il y a de plus en plus de clubs de plongée qui s'ouvrent sur Porto Vecchio, et tout ça, ben, c'est une fierté, et il faut essayer de dynamiser cette fierté collective pour essayer de faire en sorte que ces observatoires deviennent des observatoires également de la fierté de toutes ces populations méditerranéennes pour pouvoir sauver la Méditerranée. Bien, merci. En fait, j'imagine que tu as compris que la question n'était pas complètement anodine parce que, en l'adressant à un Corse, je me doutais un peu de la nature de la réponse. Mais je pense que qu'ils sont très attachés à leur identité. Je pense que c'était quelque chose d'important quand même à mettre en évidence. Je vais poser une question maintenant à Jean-Laurent. Donc, toi, tu es gestionnaire d'une zone humide depuis de nombreuses années. Tu es une sorte d'amphibien, en fait, hein, un peu terrestre et marin en même temps. Bon, les zones humides n'ont pas toujours connu l'enthousiasme, l'engouement pendant des siècles. Elles ont été même plutôt évitées et laissées de côté. Par rapport donc au thème de la conférence d'aujourd'hui, est-ce que tu as comment dire, une approche particulière ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évaluation que tu fais de la retombée socio-économique d'une zone humide telle que le Marais du Viguera? Alors bien sûr, moi ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est la base même du travail aujourd'hui d'un espace naturel. La particularité du travail qu'on fait pour appliquer, je dirais, les 3 pieds du développement durable et en essayant de les équilibrer, et sachant qu'au départ, notre pied le plus épais, nous, c'est l'environnement, c'est d'essayer de développer sur les autres secteurs. Donc on est parti, alors là vous avez une photo du territoire qui est un territoire rural, vous voyez le Grand Rhône, au loin le Vacarès, la mer est pas loin, un grand territoire qui appartient au Conservatoire du littoral, dans lequel, je dirais, l'analyse socio-économique, elle est vite faite. Pas d'emploi, de la déprise agricole, donc ça veut dire un lieu sinistré. Et nous, je dirais, en s'appuyant sur l'expertise scientifique existante, en s'appuyant sur tous les travaux qu'on entend, on a essayé d'être créatif, et c'est-à-dire de créer ex nihilo un lieu dans un espace naturel qui développe des activités économiques et sociales. C'est un peu le choix qu'on a fait, s'appuyant énormément sur la recherche. Hein. Sur un site comme ça, il y a 15 équipes de recherche qui travaillent. Hein. Donc là, j'ai aperçu le directeur de la Tour du Vala, il y a aussi l'IMBE, le CNRS, d'autres structures, l'Office national de la chasse qui viennent travailler là-dessus. Et on travaille sur des anciennes terres agricoles, vous le voyez, avec une valeur au départ qui n'est pas extraordinaire et où il y a une acquisition qui est faite par opportunité, d'être créatif et d'essayer de créer un système où l'environnement, qui est, je dirais, le capital attractif, hein, la bonne gestion, la recréation des habitats, va permettre de développer une activité économique, le tourisme, donc en créant un pôle d'attractivité touristique dans ce lieu, ce pôle d'attractivité touristique permettant de développer une économie qui est basée sur l'agriculture, une agriculture qui doit évoluer vers moins d'impact environnemental, et notamment nous avons dans ce secteur la riziculture qui est très impactante, hein, d'essayer de les entraîner vers, je dirais, de la diversification agricole autour d'une agriculture moins polluante et des services à ces fameux visiteurs dans un espace naturel. Tout ça en tenant compte du territoire, des gens qui habitent ici. Donc sur le volet, là vous avez un exemple d'équipement, hein, ça nécessite aussi de faire des choix de zonage et d'équipement qui vont permettre, alors c'est un exemple d'un sentier qui est en cours de réalisation sur la relation homme et nature, hein, qui va de l'histoire, hein. Il y a des Romains qui ont fait des choses il y a 2000 ans là-dessous, il y a tout un patrimoine culturel lié, je dirais, aux origines des gens de ce secteur, hein. C'est un quartier d'art, un quartier rural d'art qui s'appelle Mastibert, qui a été construit par des émigrés italiens, espagnols, algériens, et donc une valorisation de ces cultures, de ces pratiques agricoles, l'élevage des taureaux, des chevaux, des moutons, le riz, le sel, la vigne, le miel, le fromage, etc. Et d'essayer de construire un lieu où on montre comment les relations homme et nature peuvent être harmonieuses, et de montrer, hein, le démontrer par des équipements qui vont permettre d'accueillir des visiteurs avec la volonté de ne pas être que du service public, hein, mais aussi d'avoir une rentabilité économique. Donc là, on s'est donné aujourd'hui, dans un contexte économique qui n'est pas facile, hein, pour les espaces naturels, hein, il faut
faut pas se le cacher, l'environnement et la biodiversité n'est plus à la mode. Et donc, ça veut dire aujourd'hui, on est dans des secteurs où les ressources publiques diminuent. Et donc, on essaye aussi de créer une activité économique qui permette d'attirer un grand nombre de visiteurs. Dernier point, c'est de le faire avec les gens, hein, avec les gens du lieu. Voilà, vous avez l'équipe du chantier d'insertion des marais du Vigra, qui sont les gens qui entretiennent l'espace naturel. Mais vous avez donc une structure qui, au fil des années, est devenue la plus grosse entreprise d'un hameau de 2000 habitants. Donc, on est un peu dans cette logique. Oui, tous ces concepts, on essaye de les appliquer directement sur la création, hein, d'un système, je dirais, où l'environnement est le moteur de l'économie d'un territoire. La philosophie derrière, c'est de se dire que probablement une des chances de la ruralité, c'est ces espaces naturels. Donc, agriculture, espace naturel, pêche, espace naturel, c'est certainement l'avenir de ces territoires ruraux. Donc, si je transcris ce que tu viens de me dire, finalement, la technique, la bonne méthode, ça a été de réintroduire la vie là où elle n'était plus présente, et notamment celle de l'homme, hein, pour pallier la présence du moustique et de la flotte. Est-ce que tu considères que ça a été aussi le moyen de conviction le plus fort? Est-ce que c'est d'une certaine manière une méthode qui t'a permis de convaincre les décideurs politiques qui pouvaient être partie prenante dans ce projet? Alors, c'est extrêmement lent, hein, donc ça fait presque 30 ans qu'à diverses structures, on gère ce site. Je dirais qu'au départ, il y a eu de l'incrédulité. Donc, quand vous avez un site qui est déjà visité par du public, on va le gérer, on va essayer d'analyser les ressources, limiter, organiser. Là, il y avait 0 visiteur. 0 activité économique. Donc il a fallu, en s'appuyant sur le travail des scientifiques, et des scientifiques de tout poil, hein, pas simplement des biologistes, mais aussi des sociologues, des géographes, des aménageurs, etc., des architectes, de travailler sur un projet comme ça. Aujourd'hui, je dirais que c'est le volet social qui entraîne une adhésion des acteurs publics, l'environnement, le tourisme. Hein. Tout à l'heure, les schémas qui ont été montrés montrent que sur la zone côtière, je dirais que 80% de l'activité, c'est lié au tourisme d'une manière ou d'une autre. Hein. Les baignades, la pêche de loisirs, ce type de choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est travailler sur un volet qui est le volet touristique. Et certainement, hein, vous avez le maire d'Arles qui vous dit aujourd'hui, alors que c'est un communiste, hein, donc, qui est là depuis assez longtemps, qui défend une vision du travail, de l'industrie, ce type de choses, qui vous dit que la chance d'Arles, c'est patrimoine culturel, l'histoire, la culture, la photo, ce type de choses, et l'environnement. Bon, le volet environnement est compliqué parce qu'il est loin des réseaux d'accueil. Hein. Quand vous montez un projet de ce type-là, il faut aussi imaginer comment vous allez faire venir les gens, parce que sinon, vous pouvez aussi entraîner une fracture environnementale où les gens qui vont visiter les espaces naturels sont seulement les gens qui ont les moyens d'y venir en voiture, parce que les réseaux n'existent pas. Et donc, il y a vraiment un enjeu politique. Aujourd'hui, certains élus, il y a aussi une chance, c'est que les élus rajeunissent. Hein, je dirais, c'est les gestionnaires d'espaces naturels qui vieillissent, et les élus, eux, rajeunissent. La parité est une chance aussi. Hein, on voit arriver plus de femmes autour des élus qui ont une vision un peu différente de ce type de choses. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a une certaine adhésion à ces problématiques, hein, qui font que cette adhésion locale, au moins, est encourageante. Le contexte, encore une fois, est compliqué. Dans un schéma de réorganisation en France de l'organisation publique qui redéfinit les rôles des uns et des autres, et d'autre part, la crise économique qui fait que les priorités sont encore mises, je dirais, dans une économie classique. On reste, je dirais, pour l'environnement, dans une analyse de l'existant et de la gestion de l'existant. 800 000 visiteurs, c'est monstrueux à gérer, et où la création ex nihilo dans les zones rurales d'activités économiques autour de l'environnement, ça reste encore du labo, hein, ça reste encore de la recherche. Jean-Michel, ce qui vient d'être dit fait un peu écho auprès de toi, notamment dans ta relation avec les décideurs politiques. Oui, je crois que ce que vient de dire Jean-Laurent est très important parce que on est là dans des espaces de laboratoire. Et quelque part, un espace de laboratoire comme une AMP ou comme un espace naturel, c'est un espace où on favorise l'activité pluridisciplinaire. Favoriser l'activité pluridisciplinaire, c'est bien évidemment comprendre et
par exemple par rapport aux bénéfices socio-économiques, ben, c'est important de pouvoir avoir beaucoup de critères pour pouvoir analyser tout ça. Donc cet espace laboratoire, c'est déjà un bénéfice important pour un politique, pour des décideurs. C'est très important, et ce qui est très important, c'est de pouvoir faire du transfert de génie écologique. Quand on parle de gestion de la pêche, on a la chance d'avoir dans les AMP des espaces, et des espaces de la taille de ceux de la réserve des Bouches et ceux actuellement des parcs naturels marins. Ça représente des unités de gestion halieutique qui peuvent être vraiment au service, avec de la bonne gestion, de l'excellence de la gestion, à des politiques générales. Et heureusement, on s'en sert. Et je crois que quelque part, ce bénéfice-là, il est important. On part d'une petite échelle pour arriver à une échelle plus grande. Et quelque part, en Méditerranée, ben, c'est les bénéfices des AMP, les bénéfices qui sont produits par les pays, ben, ils permettent à d'autres pays d'en bénéficier. Et on dépend tous les uns des autres. Et quelque part, là, il va falloir aussi qu'on travaille un peu plus sur cette dimension importante de la dégradation de l'environnement en Méditerranée et de ces relations entre les pays. Je crois que cette notion d'échelle est très importante. Tous les pays dépendent les uns des autres, et il y a à un moment donné des responsabilités, notamment par rapport à la production de biodiversité et donc d'économie et de maintien du social derrière. Très bien. Juste une petite réflexion personnelle. Hein. On a évoqué, enfin, tu as évoqué tout à l'heure la fréquentation intense par le tourisme des Bouches de Bonifacio. Je pense qu'un certain nombre d'espaces sont confrontés à la même situation. Dans une société qui est de plus encadrée, il y a une sorte, par réaction, une sorte de demande grandissante de liberté. Je pense que pour ce qui concerne nos territoires, on peut partir aussi sur une réflexion qui ménage ce sentiment de liberté en considérant qu'il y a une sorte de postulat assez évident, c'est que plus vous avez de monde sur un territoire, quel que soit son statut, plus son encadrement réglementaire est dense. Si vous prenez un village de 100 habitants, chacun peut garer sa voiture là où il veut, ça ne pose aucun problème. Si vous multipliez par 10, ça va commencer à coincer. Si vous remultipliez par 10, ben vous avez des zones de stationnement, vous avez une fourrière et tout ce qui va avec, et puis de temps en temps un PV sur votre voiture. Et je pense que cette attente ou cette demande de liberté peut être aussi un élément d'évaluation du juste niveau de fréquentation qui va ménager la qualité du territoire et laisser à chacun le sentiment de vivre sa propre expérience et de pouvoir rentrer dans une sorte de relation privilégiée au territoire. De façon un peu triviale, la question m'était posée récemment de quelqu'un qui voulait visiter Porquerolles. Alors vous m'excuserez, c'est un peu brutal de dire la chose comme ça, mais au moins ça a le mérite d'être clair, et qui me demandait comment on faisait pour visiter Porquerolles. Porquerolles, c'est 1 million de visiteurs par an. Et je lui disais, ben, tu choisis la plus belle paire de fesses et tu la suis. Ça résume un peu le propos, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que l'adéquation entre la capacité d'absorption d'un territoire et le nombre de gens qui y sont accueillis, quelle que soit leur fonction d'ailleurs, ou leurs intentions, c'est quelque chose d'important, et que la notion de liberté peut être au cœur même de cette réflexion. Je voudrais passer la parole maintenant dans la salle, donc, à Madame Bogataj, donc, qui travaille au secrétariat d'État et au ministère de l'Environnement de Slovénie, de façon à ce qu'elle nous porte son témoignage sur des salines protégées de son pays. Thank you very much for... Peut-être que vous vous levez, peut-être comme ça tout le monde vous verra, parce que je ne suis pas sûr que d'un bout à l'autre de la salle on puisse... Sorry, you want me to talk in English? If you can stand up so that everybody can see you. Sorry. Well, thank you. Thank You're you for welcome. the floor. I appreciate the opportunity that I can be today with you at this event, at this dialogue. So I imagine this is our whole dialogue platform. Just a few words before Salina Sachole. The topic of socioeconomic benefits of protected areas is our daily theme in Slovenia.
during the fact that we are a small country, rich with biodiversity, rich also with Natura 2000 area, and dispersed settlements. You have to be smart, you have to be inclusive, you have to discuss different perspectives to find good solutions how to implement everything. And protected areas, to our opinion, have important role. Also what previous speaker said, mainly because they have not just local but regional impact they could have, and they could play important platform for the discussion, for meeting different perspectives, different interests, and finding good solutions. Sometimes it's hard, but it can be beneficial. This is our experience. And within Mediterranean area, we believe that we have a good example with nature park Seceo Salina. This is also interesting case from the perspective of governments. It's, to our opinion, innovative governance model. It is a case of public-private partnership. There could be some questions about trust, how to do it, is it really beneficial? But we can say after a few years of this partnership and implementation that it is a good practice, it is a good example, mainly with being able to combine higher raising awareness of the protected area, of biodiversity, of the adjusted models of approaches of management, and there on the other have underside link it with sustainable business management, bringing their capabilities on more project-oriented, more result-oriented approach, and we already have good results. It's also beneficial for company. It is actually here a company working in telecommunications sector, so they could bring added value also to the company, being socially accountable, taking into account nature and also culture, not just heritage but value, and building the bridge between tradition, history into something modern, something what is daily interesting. And of course, when I talk to my colleagues, whether we are doing enough, what can we do, they obviously tell me every day we should do so much more. We could do so much more. Always we get into financial and human resources and limitations. But nevertheless, I believe that protected areas and nature parks, it could be because of the enthusiasm of people working in the area, but they really provide leverage and mediators of different interests to educate us, to bring knowledge, and I believe that we all, when we talk about solution, about socio-economic benefits after this cooperation, we should bring more knowledge to develop new approaches. And within its broader perspective in Slovenia and strategic reorientation towards green economy, green growth, and within we believe that protected areas have an important role. And we would like to combine them or have, I don't know, more strategical orientation, working more closely or more efficiently together with all sectors. I mean, today perhaps the morning session wasn't raised that strong. These different sectorial approaches, we believe that already on the sectorial strategic point of view, we should combine these different sectors, and then for local areas and regional areas where protected areas are and people working there could be much more efficient, or we could be more efficient in tackling different objectives. Thank you. Thank you, Tanja, for this overview of your actions on protected areas. Je vais passer la parole maintenant à Laurent Chazet, donc de la Tour du Valat, et l'interroger donc sur les démarches qui sont faites pour valoriser, à la fois au sens économique, mais aussi au sens de la mise en scène et comment dire, de l'offre sur le patrimoine culturel.
Oui, bonjour. Donc, Laurent Chazé, Tour du Valas, sur la coordination de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes depuis 2009. Donc, on s'est, depuis 2009, avec Ramsar, on a décidé d'essayer d'élaborer un indicateur sur les services culturels pour renseigner la thématique des services des écosystèmes sur laquelle, actuellement, la CBD et Ramsar n'ont pas de système de mesure. Donc, c'est un peu un test au niveau de la Méditerranée. Et l'approche qu'on a, c'est à deux niveaux, c'est-à-dire partir des zones humides et ce que peuvent apporter les zones humides en termes culturels. On a fait également une approche par la planification locale et les zones humides, c'est-à-dire en partant également des réflexions des socio-économistes. Et puis, donc, personnellement, moi, j'avais passé 4 ans en Algérie et Maroc sur la problématique de développement local. Donc, on se rend compte qu'il y a une vue assez étroite de la culture dans les bénéfices auprès des décideurs locaux. Je mettrai, disons, trois niveaux de culture. Il y a les acteurs locaux de la culture, donc c'est souvent ce qu'on appelle les forces internes, donc les traditions, les gouvernances locales, les systèmes d'héritage, voilà, qui est souvent quelque chose qui est sous-estimé, voire ignoré par le système public, donc qui n'en voit pas les bénéfices. On a également les clients de la culture, c'est ceux qui sont plus visibles, donc ceux qui viennent dans les zones humides, mais aussi autour, donc, et qui voient le folklore, qui voient un monument. Donc ça, c'est juste le haut de l'iceberg. Mais ce n'est pas que ça. Et puis, il y a ensuite les investisseurs de la culture, c'est-à-dire ceux qui utilisent, en fonction de l'offre et la demande, la culture comme un nouveau business. Et avec le risque que ces investisseurs n'incluent pas les acteurs locaux et s'approprient une culture de manière externe, quitte à rendre les vrais acteurs spectateurs de leur culture. Donc, toutes ces choses-là sont très importantes pour ne pas dévier le système de culture en fonction de ces trois niveaux. Donc, la réflexion qu'on a eue, c'était se dire, est-ce que la culture est vraiment prise en compte dans les décisions publiques de planification locale? Et la réponse, globalement, est non. Et non, en mettant quand même une grande différence entre le cadre européen, qui a une politique culturelle avec beaucoup de programmes, et donc la rive sud, qui n'est pas sous un régime, disons, contraignant de la culture, et qui sous-estime et ignore un grand pan de ce qui est appelé culture. Donc, je dirais qu'on a, je ne vais pas noter, mais enfin, il y a 12 points d'évidence qui montrent que la culture n'est pas suffisamment prise en compte et donc, du coup, pas reconnue par le système de planification publique. La première, c'est que le cadre légal n'incorpore pas de manière officielle la culture, soit en transversal, soit en termes d'objectifs sectoriels, ce qui fait qu'il n'y a pas d'obligation. La conséquence de tout ça, c'est que dans tous les pays où on a fait les études hors Union européenne, c'est-à-dire 14 pays de la Méditerranée, il n'y a aucune expertise auprès des équipes qui guident les communes dans leur planification locale. Donc pas de sociologue, pas d'ethnologue, pas d'anthropologue. Et donc du coup, il y a une sous-estimation ou une ignorance totale. Voulu ou non. Voulu, c'est quand on considère que les forces sociales sont rétrogrades et risquent de faire capoter le résultat qu'on attend, qui est un résultat public, soit qu'on sous-estime ça parce que c'est trop compliqué et on préfère passer sur des systèmes standardisés de raisonnement. Il y a également le fait que le développement local, encore dans beaucoup de pays, reste une émanation de directives centrales dans laquelle la culture n'a pas sa place. On a également la culture qui est assez basse dans les agendas politiques et dans les résultats, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est très peu visible dans les processus. On a également dans les planifications sectorielles, donc l'agriculture, la pêche, l'urbanisation, très peu d'obligations de faisabilité culturelle ou de ce que vous appeliez, ce que Nicolas disait, l'acceptabilité sociale, qui ne fait pas partie des standards de faisabilité. Donc il y a souvent une faisabilité technique, économique, quelquefois sociale, mais
pas culturel ni dans l'acceptabilité sociale. Alors, la bonne chose, c'est que tout ce que le public ignore ou sous-estime, finalement, est repris par le privé à leur compte. C'est-à-dire qu'ils vont accepter le projet, mais ils vont le mettre à leur sauce en incluant la culture. Donc ça, c'est au moins un arbitrage au niveau de la mise en œuvre, mais ça demande à des efforts énormément au niveau de la mise en œuvre pour rectifier le tir. Et c'est dommage parce que ces faisabilités devraient se passer avant. Alors pour l'élaboration des plans de gestion, on a aussi vérifié que dans les formats de plans de gestion, la culture est au mieux traduite par une petite étude socio-économique, qui est souvent d'ailleurs mise en annexe, mais pas comme moyen de programmation et d'élaboration du plan de gestion. Donc, alors ça, c'est fait quand même de plus en plus sur la partie européenne, hein, ça a été dit, mais sur la partie sud, c'est pas encore dans les... Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices socio-économiques qui sont sous-estimés parce que, on ne voit que la partie visible et économique en tant que business de la culture, mais pas en termes que de développement harmonieux, territorial et humain, parce que ces forces internes qui sont justement la beauté de ce qui a été apporté par les acteurs locaux, n'est pas suffisamment valorisé. Voilà. Merci. Merci à toi. Je voudrais juste faire une petite parenthèse en prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est que au-delà de la part visible de la culture, je dirais notamment du patrimoine matériel, le patrimoine immatériel, c'est-à-dire celui qui n'est pas visible et qui pourtant existe, qui est très très riche en Méditerranée et de manière très générale, soit oublié complètement, soit sous-évalué. Et je pense que là, il y a vraiment un effort à faire, notamment en termes d'inventaire, de reconnaissance de cette partie immatérielle du patrimoine, pour en tirer, d'abord pour continuer à le pérenniser, le faire vivre. Hein, et les traditions, la tradition, c'est rendre l'histoire vivante, c'est faire vivre l'histoire dans le présent. Je pense que c'est important, c'est aussi une référence à nos racines, et que cette partie-là de la culture ou du patrimoine mérite probablement une attention plus forte que celle qu'on lui accorde encore aujourd'hui, notamment dans les espaces protégés.